Et tu dis-tu, quand tu parles à Dieu, je vais te chanter la balade des gens heureux. Gérard Lenormand, 1975. Gérard Lenormand avait tout compris. Les imbéciles, c'est à eux qu'appartient le bonheur. Mais qui en connaît? Qui connaît un imbécile? Qui dit « Oh, j'en ai un cool dans mon entourage ?» Non, personne. Personne. Mais pourtant, ils sont heureux. Leur cœur bat. Leur cœur bat pour le bonheur. Bon, comme personne n'en connaît, je vais prendre une hypothèse. Prenons le cas de Bob. Bob est gentil, mais un peu bêta. Même beaucoup bêta. Bob rit aux éclats. Un papillon vient de se poser sur son index. Et il rigole. C'est dans ce papillon qu'on trouve les réponses à notre question. Un bonheur simple fait un bonheur entier. Et à l'inverse, on voit les intellectuels. Eux se posent des questions. Pascal, Blaise de son blaze, disait « Tout le monde recherche le bonheur. Mais quel égocentrisme !» On y revient. Quelle position individuelle! Quelle réflexion obscène! Non, tout le monde ne recherche pas le bonheur, certains l'ont. Car un bonheur est simple, tout le monde peut en avoir, mais le bonheur parfait, personne ne l'a. Mais pour un esprit simple, un bonheur simple, ça fait un bonheur pour un esprit. Réjouissons-nous donc de ce bonheur simple. On va retourner voir Bob. À côté de lui passe Bernard. Bernard est un intellectuel. Il a les cheveux gris tirés en arrière, ses cheveux si souvent caressés par une blondasse improvisée chanteuse. Il écrit des articles et il a pris un certain plaisir à envoyer des avions dans le sud du monde, du globe. Et Bernard se demande comment Bob peut-il être content avec un simple papillon? Et Bob continue à jouer avec son papillon. Il se pose des questions. Et voilà tout le drame. Voilà tout le drame des intellectuels, de ceux qui pensent par rapport aux imbéciles. Les imbéciles, eux, se contentent de peu. Et c'est là qu'une position d'intellectuel est pervertie. L'égocentrisme de ceux qui pensent que le bonheur est impossible essaie de nous brouiller de l'idée de bonheur. Mais le bonheur existe. Une bière fraîche avec une belle brune ou une belle blonde. Un pique-nique sur l'herbe. Un papillon sur l'index. Tout nous appelle à des bonheurs simples. Oui, tout. Et les imbéciles, tant ignorés par tout le monde, tant rejetés par tout le monde, sont pourtant les plus heureux. Mais ils savent profiter. Ils savent que le bonheur est dans la simplicité. Les imbéciles sont heureux, car ils sont plus humains. Ils sont heureux parce qu'ils pensent moins. Ils sont heureux parce qu'ils ne se posent pas de questions. Ils n'ont pas de regrets sur le passé, ni d'anxiété sur l'avenir. Alors pour conclure, moi, j'aimerais être un imbécile. Je le suis peut-être, mais j'aimerais l'être encore plus. Pour à mon tour, ne pas me poser de questions. Vivre dans le bonheur, ne pas me poser de questions. Sans regret sur le passé, sans anxiété pour l'avenir. Bref, je veux vivre. Merci. Alors, on est à 3 minutes 35 et Gare, tu fais le compte et tu disposes de 5 minutes. Mesdames et messieurs, chers jurys, françaises et françaises, représentants de la diversité s'il y en a, membres des minorités visibles, si nous sommes réunis aujourd'hui sur cette belle place du 5e arrondissement, c'est pour rendre un dernier hommage à un homme. Au fronton du Panthéon, derrière moi, la reconnaissance de la patrie est inscrite dans la pierre. Immense est celle que nous devons à Jacques Villeray. Il avait le visage d'un clown triste, des yeux noyés dans le vin, et le malheur, et les rôles qui allaient avec sa tronche. Ridicule, bourru ou imbécile. Au fond, mesdames et messieurs, par sa vie et par son œuvre, il ne nous disait qu'une seule chose. La vie d'un imbécile n'est que désillusion et souffrance. J'en vois déjà dans l'assemblée qui se disent « Eh ben avec lui on peut pas se marrer, hein. Quand le précédent ça allait, mais alors lui... Eh ben non, on va pas se fendre la gueule, en effet. » Donc je reprends.
Jacques Villeray hantera à jamais nos mémoires. Comme le grotesque faire-valoir de Thierry Lhermitte dans le dîner de Caen. Ce rôle d'abruti, joué 900 fois au théâtre et vu par 9 millions de Français, lui colla à la peau. Il le détestait. Il s'est éteint à 53 ans, malade depuis longtemps, le foie en lambeaux. Il lisait du Céline et pleurait aux chansons de Brel. François Pignon était-il heureux? Permettez-moi d'en douter. Il m'a laissé une lettre que je vais maintenant vous lire. Édouard, elle t'est adressée. Oui, oui, à toi. Édouard, mon petit Édouard, mon tout petit Édouard. Mais pour qui te prends-tu? Ce sont ces mots. Mais qui t'es au juste pour parler des abrutis? Crois-tu vraiment qu'on en a besoin de ton misérabilisme ou de ta fausse gentillesse? Quelle arrogance! Tu me dégoûtes! Va-t'en! J'entends des gens dans la salle se dire c'est un malade, je comprends Jacques Villeray. Mais en plus, c'est l'insulte de mon pote, vas-y, oh putain, ça se fait pas! Je ne peux continuer devant ce public distingué. Une lettre qui finit par ces mots: va te faire enculer, eux et ça, petite merde. Voilà, pardon, c'est les mots de Jacques Villeray. Donc permettez-moi de laisser Jacques un instant pour vous exprimer mon intime conviction. Ouvrez les yeux, réveillez-vous, je vous en conjure. Les abrutis n'ont que faire des discours faussement compassionnels et naïfs. Je ne serai pas le pâle soutien d'une dangereuse utopie, mais l'observateur lucide d'une vérité qui dérange. Regardez-les, les débiles. Observez-les. On dirait que t'en as jamais vu. C'est au Strasbourg, pourtant, non? Bon, ça, c'était un peu gratuit, je vous l'accorde. Mais alors qu'on vient d'apprendre à l'instant que Dominique Strauss-Kahn, l'homme qui éjaculait plus vite que son ombre, a été retrouvé pendu dans sa cellule. L'heure est à la vérité. Non, mesdames et messieurs, la connerie ne mène pas au bonheur. Non, Édouard. Ni ta citation de Bob ou de, je sais plus quel artiste, ne pourra amadouer ce public attentif. Tu crois vraiment que cette petite salope de Bécassine était heureuse? Bouvard et Pécuchet le crient encore dans leur tombe. Nous sommes restés copistes. Là, j'ai sûrement perdu une partie de la salle. Voilà, Pécuchet. Mais reprenez-vous, je vous en prie. Les deux exemples que je viens de donner valent plus que 100 000 incantations et contribuent à la vérité. Ce que nous venons d'entendre est grave. Ce que nous avons écouté est sérieux. L'apologie d'une bêtise absurde, d'un abrutissement consenti, d'un état débilatoire jouissif et symptomatique d'une société qui, tournant le dos au réel, s'enfonce dans le festif. Mes amis, relisez Murray et comprenez autant que faire se peut que cet avenir n'est pas viable. Et puis pour finir, comme disait mon ami Grégoire, HEC, master de droit à Paris 1, diplômé de Columbia University. Ouais. Ce serait dégueulasse ton monde, c'est ces mots. Alors tous les débiles là, les trisos, les autistes, ils seraient plus heureux que moi? Moi qui ai fait HEC? Non mais à quoi bon? Mais attends, c'est comme cette histoire de RSA là, ils reprenaient. Tous ces abrutis là qui trouvent pas de job. En plus d'être contents, il faudrait qu'ils aient des allocs avec mes impôts. Heureusement, je travaille pour un cabinet américain. Jacques Villeray, encore lui, nous laisse en héritage cette intuition profonde. La capacité à être heureux ne dépend pas de son intelligence ou de sa bêtise. Il aurait pu me dire, imbécile, brillants esprits, vous n'avez pas le monopole du bonheur. Comme le clerc entre aux invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jacques Villeray, avec ton terrible cortège, avec tous les imbéciles, les idiots en tout genre, les abrutis tant de fois humiliés. Je tenais pour finir à vous adresser ces mots. Ils me viennent du cœur, ils ont pour ambition de toucher le vôtre. Certains ont voulu classer, hiérarchiser, déterminer le bonheur en fonction des capacités mentales. Mes amis, mes chers amis, je suis venu le partager, je suis venu vous l'offrir. Le bonheur de demain n'existe pas, le bonheur c'est tout de suite ou jamais. Je vous remercie.
5 minutes 50. Édouard, tu disposes donc d'un droit de réponse 1 minute. Merci. Merci beaucoup d'appuyer mes propos. Parce que je commençais en disant que les imbéciles, on n'en connaît pas. Il nous parle de Jacques Villeray, qui avait l'intelligence de signer des contrats, qui avait l'intelligence du jeu correct, quoique tu le critiques. Jacques Villeray n'était pas un imbécile. Jacques Villeray était même brillant. Et son goût pour la bouteille le prouve bien. Jacques Villeray n'était pas bête. Et on ne connaît pas d'imbécile, vraiment. Ensuite, tu as encore une fois appuyé mes propos par tes considérations plus universalistes qu'universelles. Tu as dit, ligne 34, tu as dit que la bêtise était en fait une horreur. Tu as repoussé au loin la bêtise, tu as repoussé au loin l'imbécilité. Décidément pas facile. Et pourtant, c'est un bonheur de l'immédiat. C'est ça que tu n'as pas compris. Je te traite pas d'imbécile, mais c'est ça que tu n'as pas compris dans mon argumentation, c'est qu'en fait, le bonheur immédiat est celui qui nous fait le plus jouir. Le bonheur immédiat, brut, est celui qui nous fait oublier les malheurs passés, au moins un instant. Et c'est pour ça que les imbéciles sont plus heureux. C'est pour cela, c'est parce qu'ils ont cette capacité de l'instant qui leur permet d'oublier le passé horrible qu'ils ont pu avoir, les jets de pierre, et de ne pas penser à l'avenir. Ils ont peur du chômage. Je finirai donc par cette petite citation de Racine, puisqu'on est dans les lettres. Il voit bien qu'il a tort, mais une âme si haute n'est pas sitôt réduite à confesser sa faute. Merci bien. Je m'occuperai de toi après. Moi j'étais un petit peu impatient. Sens-toi libre, mais te mets pas dans tu vas tourner par. Alors simplement, il y a un point que j'ai pas évoqué et qui m'inquiète un petit peu. Tu veux une société de solutions simples, de bonheur brut. Alors écoute, je crois que le Front National propose des solutions comme ça. Bonheur simple, face au chômage, on propose des solutions radicales, des solutions faciles à comprendre. Donc ça a été très populiste ton discours. Et je suis un petit peu gêné, je crois qu'à Cergy, il y a un poste de conseiller municipal qui vient de se libérer, avec Marine Le Pen, donc je t'encourage à la rejoindre. La parole est donc au jury. Je peux y aller ? Deux discours, 4 discours peut-être sous le signe de la tristesse. La tristesse d'abord, c'est Édouard Bureau, comme son nom de famille. C'était pas terrible, mais bon. Édouard Bureau, c'est terrible, tu as dit tellement de choses. Ton discours, Édouard Bureau, était beaucoup bêta. Il y avait, j'aimerais être imbécile, le suis peut-être, mais j'aimerais l'être encore plus. Rassure-toi, tu avances sur cette voie. Tu as dit des choses plus universalistes qu'universelles, tu as repoussé au loin la bêtise. Tu as parlé à ton contradicteur en lui disant c'est ça que tu n'as pas compris. Je crois qu'il y avait plein d'autres choses qu'on aurait pu évoquer dans ton discours. Bernard et Bob, pourquoi pas. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est quand tu nous as dit le plaisir immédiat est celui qui nous fait le plus jouir. C'est pas très cool pour ta copine, je sais pas ce qu'elle en pense. Édouard, merci. J'espère que tu auras l'ENA. Je sais pas, je suppose que c'est ça, Sciences Po Strasbourg, vous visez l'ENA, j'imagine. Non, je suis sincère. Voilà, donc merci beaucoup et je n'ai rien d'autre à dire sur toi. Edgar du Colombier. Edgar du Colombier, c'était aussi sous le signe de la tristesse. On a envie de te répondre ce que tu nous as dit. Quelle arrogance, tu me dégoûtes, va-t'en. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu nous grimes Jacques Villeray alors qu'en réalité tu cites d'autres personnes. Je te dis, va te faire enculer petite merde. Je ne suis pas certain que ce soit Jacques Villeray qui l'ait dit. Je crois que c'est Anelka dans un match de foot. Il me semble. Ensuite tu as dit, et ça c'était un moment incroyable d'arrogance, comme le disait mon ami Grégoire. Enfin, pourquoi pas, mais j'aimerais bien être prévenu d'abord. Je suis pas au courant qu'on est potes, quoi. Et finalement, c'était triste, parce que c'était triste, tu as renié tout ce que tu es, finalement, en nous parlant du Front National en des termes
assez désagréable. À toi qui m'as vendu ce chèche, toi dont le château prend l'eau, qui n'arrive plus à payer l'ISF. Et garde du colombier, ça veut dire que tu descends du colombier, a priori. Je suppose que tu les as tous flingués. Merci beaucoup pour ces moments, je n'ai prévu aucune chute, je suis dans la merde. Donc finalement c'était très triste et vous étiez à l'image de votre tristesse, vous êtes allé vous asseoir sans faire un bruit. Édouard. Au début, je dois t'avouer que j'ai eu un peu de mal. Je me suis dit, on s'est déjà vu quelque part. En tout cas, moi, peut-être. Je t'ai déjà vu quelque part. Et là, tu vas commencer à entonner un petit chant, une douce mélodie. Et je me suis dit, mais bien sûr, c'était là-dedans, dans la vertu de Maïf. Oui. Et là, j'ai compris toutes tes références tout d'un coup. Bob. Oui, Bob. Car si Bob, cette petite éponge, au bonheur un peu bêta, n'aura jamais le plaisir de te rencontrer ni de t'écouter, c'est que mon fils, tu n'es qu'un petit papillon. Même pas un papillon, tu n'es rien. Rien qu'une petite chenille, une toute petite chenille. Et là, évidemment, tu vas continuer à nous dire à la casquette de Bob. Et tu passes à Bernard. Bernard. Pourquoi? Et là, éclair, trait de génie. Je me suis dit, évidemment, je viens de comprendre l'intelligence de ton discours, la nécessité de parler du papillon et des imbéciles heureux. C'était pourtant évident. Avec ta carrure, avec ton physique, tu voulais nous parler de ton idole, de ton dieu, des performances d'Alain Bernard sur 200 mètres en papillon. Mais malheureusement, mon petit, à la différence de ton maître, tu as bu la tasse et tu nous as noyés pour notre plus grand bonheur. Merci. Edgar. Mon tout petit Edgar. Mon Edgar adoré. Tu me dégoûtes. Tu m'écœures. Et tu me fais souffrir. Oui, tu me fais souffrir car en 8 minutes, tu m'as rappelé qu'il y a une vie en dehors de ce campus printanier, sublime, mais si lointain. Peut-être qu'un jour, des gens dans cette salle comprendront que, oui, au-delà du RER A, il y a Paris. Paris, cette ville si magnifique, si sublime. Paris qui vous fera rêver tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie. Paris avec cette place du Panthéon que mes pas ont foulé bien plus d'une fois. Paris avec ce bitume que mon corps a foulé bien plus d'une fois. Paris. Ensuite, tu me rappelles de pertes incroyables. Celle de Jacques et celle de Sœur Dominique. Un pêcheur et une pécheresse. Et enfin, tu as l'outrecuidance de nous dévoiler le CV de Grégoire Étriard, lui qui ne connaîtra jamais le RSA auquel tu es désormais abonné. Car je n'étais pas encore convaincu en venant en école de commerce que le RSA devait effectivement muter ainsi. Mais en t'écoutant, en me disant que peut-être un jour l'éloquence sera un travail d'intérêt général, là je me suis dit, très mauvaise idée. Mon fils va bosser dans le CAC 40. Pour le match suivant, Dauphine contre l'Essec, il n'y a rien d'exceptionnel sur l'ordinaire. C'est Laurent de Dauphine qui plaide le cours. Laurent, dès que tu le souhaites, tu disposes de 7 minutes. 7 minutes. Mes chers amis, je sais très bien que personne ne m'apprécie ici, parce que je suis contre votre chouchou, Antoine Testu. Cependant,
je vais tenter de vous convaincre sur le sujet suivant. Rien, mais alors rien, n'est exceptionnel sans l'ordinaire. Étymologiquement, l'exceptionnel, c'est ce qui est peu ordinaire ou extraordinaire. Le caractère exceptionnel d'une personne ou d'une chose n'existe pas en soi. Il est absolument relatif au concept de normalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. À partir de là, l'exceptionnel apparaît comme une déviation par rapport à la normale. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'exceptionnel, pour qu'il existe, il faut qu'il y ait existence de la masse. C'est parce que la masse existe que l'exceptionnel peut exister. Et qu'est-ce que la masse? La masse, c'est ce qu'on appelle l'ordinaire. Et plus cette masse est importante, et plus on a de chances de voir l'ordinaire voir le jour. Mais enfin, qu'est-ce que l'ordinaire? L'ordinaire n'est pas si facile que ça à définir. Ça paraît simple pourtant. Mais l'ordinaire, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas quelque chose de saisissable. Ce n'est pas un concept, comme je l'ai dit. Mais on peut néanmoins essayer de définir. L'ordinaire, c'est tout simplement ce qui est commun, ce qui est habituel, conforme à l'usage. Mais justement, il faudrait faire le postulat de base que les coutumes, l'usage, la normalité impliquent la répétition, la routine. Il y en a un qui s'endort au fond là. La routine, l'usage implique la répétition et le caractère routinier. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'ordinaire n'attire pas l'attention. Pourquoi est-ce que l'ordinaire n'attire pas l'attention? Tout simplement parce qu'il a un caractère routinier. Mais l'ordinaire n'est pas le même pour tous, puisque le commun, les usages, les coutumes diffèrent d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, bref, d'une personne à une autre. Donc finalement, l'ordinaire, quelle que soit la personne considérée, sert de référentiel de base. L'ordinaire est un confort, une stabilité. Mais ce confort et cette stabilité peuvent ne pas être accommodantes. Par exemple, une personne pourra dire « L'ordinaire de ma vie, ce n'est que d'avoir des problèmes ». À ce moment-là, il y aurait un inconfort, un confort dans l'inconfort. Mais précisément, l'ordinaire s'assimile à la normalité. Alors oui, si l'ordinaire dépend des usages, et que les usages diffèrent d'un pays à un autre, alors l'extraordinaire, c'est-à-dire ce qui sort du champ de l'ordinaire, devrait également varier. Je prends un exemple très simple. Un pays très pauvre, en Afrique, qui subit la famine et la guerre, devrait trouver ça exceptionnel de manger le nombre de calories minimum par jour. Tandis que dans un pays comme la France, cette même action de manger le nombre de calories minimum par jour serait tout à fait normale. Et ne pas manger à sa faim serait ainsi exceptionnel. Ainsi, mes chers amis, l'exceptionnel n'existe pas en soi. Il est toujours comparé à un référentiel. Toujours. Pour apprécier quelque chose ou quelqu'un, il faut que ce quelque chose ou cette personne sorte de ce que l'on a coutume de voir. Finalement, l'exceptionnel transcende le confort. Il nous permet de découvrir des nouvelles faces, d'acquérir un nouveau sentiment. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'exceptionnel permet de sortir de notre ordinaire. Mais à cela, je répondrai la chose suivante. Je n'ai même pas posé de question d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire tout simplement que pour apprécier quelque chose ou quelqu'un, il faut toujours le comparer à quelqu'un d'autre. Par exemple, pour apprécier le chanteur Grégoire, il faudrait d'abord écouter Papillon de lumière de Cindy Sander. De même, pour apprécier un con comme Michael Vendetta, il faudrait s'être tapé Grégoire et Triac, juste avant. Ce qui est possible de dire finalement,
Ce qui est possible de dire, finalement, s'il vous plaît, un peu de silence. Ce qui est possible de dire, c'est que dans tous les cas, l'ordinaire, même si tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas le même pour tous, tous peuvent s'accorder à dire que l'exceptionnel dépend de la sensibilité de chacun et des expériences passées. Et ce sont les expériences de chacun d'entre vous qui déterminent si oui ou non, telle chose ou telle personne revêt un caractère exceptionnel. Alors oui, j'entends les voix qui s'élèvent pour dire que l'exceptionnel existe en soi. Mais à cela, je répondrai cette phrase de ce dramaturge irlandais, j'ai nommé George Bernard Shaw. Il a écrit « Au ciel, un ange n'a rien d'exceptionnel. Parce qu'au ciel, tous les anges sont exceptionnels. » Donc finalement, lorsque l'ordinaire devient extraordinaire, nous sommes tous une exception et personne n'est exceptionnel. Prenez l'exemple d'un étudiant de l'ESSEC. Du point de vue d'un étudiant de l'ESC Brest, vous êtes exceptionnel. Mais lorsqu'on vous compare à un autre étudiant de l'ESSEC, vous devenez quelconque, parce que vous êtes tous une exception, donc personne d'entre vous n'est exceptionnel. De même, prenez Zidane, il a été jugé comme étant exceptionnel parce qu'il a joué aux côtés de Stéphane Guivarch, de Christophe Dugarry et surtout de Christian Carambeu. Si vous le mettez aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, Zinedine Zidane passe inaperçu. Donc finalement, l'ordinaire est un étage en dessous de l'exceptionnel. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'ordinaire a cette vertu de révéler les grands talents, les grandes choses, et de leur rendre gloire et de les exposer. Mais malheureusement, l'exceptionnel peut également être tragique si l'ordinaire, lui, s'avère paisible. Je vous remercie. Alors, on est à 6 minutes 59. Faites le compte. Je dispose de 7 minutes. 7 minutes. Le choc des titans. Le plus prodigieux duel de tous les temps. Les plus exceptionnels combattants de leur époque. Le destin de peuples entiers suspendus au bras de leur champion. La clameur des guerriers. Le choc des épées, le fracas des boucliers. Sous les murs de Troie, sous le regard des dieux et des hommes, Achille affronte Hector. L'un porte les espoirs d'une cité tout entière qui ne veut pas être ravagée. L'autre, le cœur plein de rage et de colère après le massacre de son ami. Leur affrontement est exceptionnel. Les circonstances sont exceptionnelles. Leur public est exceptionnel. Et plus de 3000 ans après, les éclats et les échos de leur combat sans pitié retentissent encore, ici même, dans cet amphithéâtre. Je vous le demande, où est l'ordinaire ? Je vous le demande, qu'y a-t-il d'ordinaire? Je vous mets au défi de trouver ici la moindre petite parcelle d'ordinarité. Il n'y a rien. Calmons-nous un peu. Ce sujet nous propose une chimère fabriquée de toutes pièces pour complaire aux mauvais, aux losers, aux gueux. Tous ici, nous aspirons à l'exceptionnel. Le choix est toujours vite fait. D'un côté, l'ordinaire, de l'autre, l'exceptionnel. D'un côté, l'original, de l'autre, le banal. D'un côté, être BDE et rester à jamais une liste BDE. Mais cette volonté de l'exceptionnel est souvent balayée par les circonstances. Alors, pour se rassurer, on fait ses deuils de rêves de grandeur et on s'invente des petits proverbes, des petites excuses. L'important, c'est de participer. L'exceptionnel réside dans l'ordinaire. L'exceptionnelle beauté du sourire ordinaire d'un enfant. C'est beau, mais c'est niais. C'est beau, mais c'est faux. J'abhorre ces misérables proverbes sans intérêt. Alors, si vous aspirez à l'exceptionnel, croyez-moi, arrachez le voile de ces illusions paresseuses et reconnaissez qu'être exceptionnel, c'est ne pas faire dans l'ordinaire.
Alors, qui es-tu, toi, allez-vous me dire, pour nous haranguer ainsi sur l'exceptionnel? Je n'ai pas du tout l'idée d'être une personne exceptionnelle, loin de là. Mais reconnaissez tout de même que les circonstances qui m'amènent ici sont-elles, pour le coup, assez exceptionnelles. Rappelons un peu la situation. Je suis donc le champion en titre de l'ESSEC. C'est-à-dire qu'en théorie, personne n'est meilleur que moi l'ESSEC. Je suis donc ce que l'ESSEC a à produire de meilleur. C'était quand même assez exceptionnel, je trouve. Je suis à domicile, que j'ai un avantage, mais pas du tout. La moitié des gens ici enragent que j'ai éliminé leurs concurrents favoris au tour précédent et ont tout un tas de tomates pourries à me balancer pour me transformer en victime de la méchanceté publique. Vous tous, vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'au cours des 2 années où j'ai roulé ma bosse d'amphithéâtre d'éloquence en éloquence, et oui, papy fait de la résistance, j'ai reçu un certain nombre de sobriquets moqueurs, laudatifs et gentils, comme par exemple l'enragé. Ensuite, il y a eu à utiliser assez longtemps le constipé et surtout le tout petit dernier, casse-couille. Alors, monsieur le jury, tous ici, et moi le premier, nous brûlons d'impatience de découvrir le nouveau petit sobriquet que vous me concocterez. Et surtout, ne faites pas dans l'ordinaire, on attend quelque chose d'un peu exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnel qui, je le rappelle, ne signifie pas quelque chose de meilleur, de supérieur, mais tout simplement quelque chose qui défie le sens commun, la raison, la normalité. On peut donc être exceptionnel positivement, mais malheureusement aussi négativement. Je crois que cette précision faite, vous comprenez mieux maintenant pourquoi le jury, s'adressant à moi, ne cessait de dire « ce gars, il est quand même assez exceptionnel ». Vous voyez donc bien que finalement je suis tout à fait habilité à vous parler de ce sujet. Ce sujet qui apparemment proviendrait d'un proverbe qui nous dit « l'exceptionnel est juste derrière l'ordinaire ». Quand on veut trouver le gars qui nous a pondu un tel trésor de sagesse anonyme, le gars pas fou, après avoir produit un tel proverbe, immersion totale, on ferme les écoutilles, silence radio. Hein. Parce que, en fait, c'est exactement l'inverse de ce qu'il nous dit. Il n'est rien d'exceptionnel sans l'exceptionnel. L'exceptionnel engendre l'exceptionnel. Ainsi, tout le monde sait que les grands hommes, les grands faits émergent dans des circonstances exceptionnelles. Napoléon, sans la Révolution, la Bastille, la guillotine, tout ça, il en serait resté au stade des batailles de boules de neige dans la cour de récré. Churchill, sont des gros méchants nazis, ça serait resté un petit pitbull dépressif, toxicomane et alcoolique. Ainsi, tout héros exceptionnel a besoin d'un ennemi exceptionnel pour se révéler. Que serait Achille sans Hector, Batman sans Robin, l'ESSEC sans HEC. Attention, faites attention à l'ordre. Achille sans Hector, l'ESSEC sans HEC, c'est important. Et surtout, pourquoi serions-nous tous ici à tenter de donner le meilleur de nous-mêmes si nous n'avions pas ensuite l'extraordinaire, l'exceptionnel privilège d'être mis en pièces par un jury si talentueux, si bien habillé, si gentil et qui a pour devise, lorsqu'on doit tuer quelqu'un, le tout c'est d'être poli. Le temps passe, concluons. Aujourd'hui, c'est à vous de juger cette plaidoirie. Vous la jugerez ordinaire ou exceptionnelle, mais ce qui compte, c'est que ce ne soit pas l'un et l'autre, mais que ce soit l'un ou l'autre. À vous de juger. Alors on était à 6 minutes 45. Laurent, tu nous poses un droit de réponse d'1 minute. Alors j'admets que son discours était parfaitement bien mené. Et puis il avait la salle avec lui, il faut le dire. Hein, je pense que tout le monde est d'accord. Tout le monde sera d'accord. Alors j'ai une question à te poser, Antoine. En une phrase, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi rien n'est exceptionnel sans l'ordinaire? Parce que j'ai beaucoup entendu le mot exceptionnel, j'ai beaucoup entendu le mot ordinaire. Tu as dit l'un ou l'autre, je suis d'accord.
Mais la vraie question, c'est de savoir comment être exceptionnel. Est-ce que tu peux juste répondre à cette question de façon précise? Je vais essayer. En fait, fondamentalement, si on veut donc, arrêter avec les effets de manche et tout ça et être très théorique, l'exceptionnel réside dans l'exceptionnel. L'exceptionnel appelle l'exceptionnel. Je dirais une volonté farouche, une envie profonde de se démarquer. Est-ce que ça répond à votre question? Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Simplement, si rien n'est exceptionnel sans l'exceptionnel, que fait l'ordinaire? Où est la place de l'ordinaire là-dedans? Alors j'interviens pour rappeler que chaque candidat dispose d'un droit de Ah, ça, c'est On s'y met Ah, on va vous considérer qu'il a été pris. D'abord, pour continuer le café débat, on va fumer une clope dehors et puis on continuera sur l'exceptionnel et puis Merci à vous. l'ordinaire. Bien, ça continue, hein. Tout le monde nous dit, mes chers amis, moi je commence à en avoir un petit peu marre, les gars, moi je suis pas votre pote. On vient écouter votre discours, c'est déjà suffisant. Alors Laurent, c'était un sujet pour toi, hein, clairement. Clairement, tu nous as montré ce qu'était l'ordinaire. Tu as dit, l'ordinaire n'attire pas l'attention. On s'est dit, bah oui, effectivement. Tu nous as dit, il y en a un qui s'endort au fond. On s'est dit, ah, il est aveugle, hein, parce que... Il l'avait prévu, il savait que ce serait chiant, donc il s'est dit, bon, bah, je vais tout de suite le dire, ça sera beaucoup plus simple. Tu nous as dit l'exceptionnel transcende le confort, et là ça nous a mis quand même un petit doute. On s'est dit, parce que là on est vraiment inconfortable, est-ce que réellement on est dans l'exceptionnel ou l'ordinaire? On a commencé à douter, et là tu nous as expliqué ton drame avec tes mots à toi, qui n'étaient pas toujours mis tes mots à toi. Tu nous as dit, on pourrait imaginer un mec qui dirait, par exemple, je sais pas, un mec que je connais pas, qui dirait l'ordinaire de ma vie c'est d'avoir des problèmes. Et là moi je me suis dit, bon, véritablement c'est un appel au secours. Et j'ai pas compris, parce que je me suis dit, il est tellement gentil. C'est pas possible qu'il ait des agressions contre lui. On lui demande un droit de réponse, il pose une question. Dis-moi, bon, c'était vachement bien ce que t'as fait. Hein, tout le monde était super content. Tu voudrais pas nous résumer juste ce que t'as dit? Pour que je sois sûr que t'étais vraiment au-dessus de moi, tu vois. Ouais, merci, c'est cool. Okay. C'est bien, j'avais bien compris, c'était parfait. Sur le nom, t'as géré, putain. Mais ensuite, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. D'abord parce que tu as critiqué l'ESC Brest. En disant, par rapport à l'ESSEC, l'ESC Brest c'est naze, c'est pas très sympa pour les gens de l'ESCB, on en a un qui est ici, je crois. Ah non, c'est l'ESCP, je les confonds toujours. Un petit plaisir. Et ensuite tu as dit, et là vraiment j'étais gêné, pour apprécier un con comme Vendetta, il faudrait s'être tapé Grégoire Atria avant. Déjà c'est pas très pratique, parce que quand on en fait un, tu vois, on n'a peut-être pas envie de recommencer juste après. Mais surtout, mais comment peux-tu dire des trucs pareils? C'est hyper gênant. Bon, d'abord, je suis obligé de révéler mon hétérosexualité totale ici, ce que j'avais pas forcément l'intention de faire. Ainsi que dans ces débats. Et puis surtout, tu me mets mal à l'aise, enfin. Je veux dire, je sais que c'est vrai que tu m'avais bien dit que quand tu t'es tapé Vendetta, t'as trouvé qu'il était vraiment très con. Tu vois, c'est vrai que du coup, bon, tu m'as expliqué le contraste, et moi j'étais vraiment gêné que tu... Enfin, mon petit. On s'en parle ce soir. Et ensuite, on a eu Antoine Testu, d'ici même, de l'ESSEC. Mon Dieu. Alors là, vraiment, Antoine Testu, tu as commencé, je me suis dit, bon, bah j'hésite entre... un véritable meurtrier en puissance ou un psychopathe, donnez-lui un tranxène, une veine va exploser, vraiment, il est fou furieux. Le choc de tes dents, le choc de ce pépétant, j'en veux tous des pourfends. Fou furieux quoi, ce mec est un malade. Et ensuite il dit,
Maintenant, arrachez le voile des circonstances malicieuses. Non seulement il est psychopathe, mais en plus il a un clair problème de schizophrénie. Donc tu as cherché à ce qu'on te donne un surnom. Alors évidemment je n'ai pas résisté. J'ai hésité. Alors je trouve le psychopathe, le malade, le truc. Mais quand on en a dit fermer les écoutilles, n'est-ce pas? Je me suis dit c'est le Belge. Comme Francis le Belge, comme Dutroux le Belge. Il y a quelque chose de fou. Une frustration. Peut-être les secs, je sais pas, mais il y a une frustration derrière. Enfin, tu as essayé d'être lèche-botte à l'égard du jury, c'était vraiment, ouais, vous êtes fantastique, vous êtes extraordinaire, vraiment, vous êtes génial, et surtout, dites pas que je suis un as. Mais le problème, c'est que tu as dit monsieur le jury, et ça, c'est un peu grave, hein, parce que tu as un petit peu oublié qu'il y avait quand même la moitié de femmes, c'est vrai que bon, je reconnais que il n'y a que les hommes qui parlent, mais ça, c'est parce que nous sommes totalement misogynes. Mais enfin, elles sont fantastiques. Enfin, bref, pour finir, et là j'ai prévu ma chute, puisque tout à l'heure je me suis retrouvé avec Grosjean comme devant. Le problème, c'est que finalement tu joues à la maison, et j'avais envie de te demander d'y rentrer, et je ne peux même pas. Quelle lucidité. Personne ne t'aime. Et surtout pas ta chouchou. Car tu comprends, Loulou, faire de l'étymologie, se prendre pour un arrêt et finalement avouer qu'on lit toujours le premier résultat Google, ça démontre que tu as abandonné toute ambition de réflexion, toute velléité de clarté, afin de te contenter de l'ordinaire. Je comprends pourquoi tu as fait Dauphine. Car oui, si la forme c'est le fond qui remonte à la surface, ton discours en a été la parfaite illustration. Et à un moment, moi, je ne sais pas pour vous, ni pour celui du fond de la salle, j'ai décroché. J'ai décroché sur ces mots, si beaux, si vrais, si sublimes. Confort, stabilité, normalité, usage. Tout d'un coup, je t'ai imaginé vendeur chez Ikea, rayon literie à Franconville, vantant au badaud l'assise exceptionnelle du lit, l'extraordinaire moelleux du matelas, la résistance féroce des pieds du meuble. Tout cela pour la somme modique de 399 € TTC avec la carte Ikea Family, afin de pouvoir commander le sublime modèle en bois de bouleau beige et veineux, sous la référence aussi sublime de Vacherolite de 447. Et je m'endormais de joie et de bonheur. Mais là, je t'écoute à nouveau. Et pour mon malheur, tu scandes que tu entends des voix qui s'élèvent. Alors sache, ma petite Jeanne d'Arc de l'éloquence, que se taper Grégoire Etriard puis Michael Piedanta, ce n'est pas extraordinaire, mais ça mérite vraiment le bûcher. Antoine Testu, le poids des mots, le choc des images. Le choc des images, car si aujourd'hui tu as enfin réussi à mettre un costume, tu n'as en revanche toujours pas achevé la réserve de pruneaux offerte par ta grand-mère depuis un an. Je le sais, je t'ai déjà vu au tour précédent et je me suis dit aujourd'hui autant d'efforts pour ça. Pour nous dévoiler en avant-première le futur spectacle de l'ESSEC, les prémices de Bad Romana, l'ESSEC Need. Merci. Merci, car tu avais enfin un texte correctement écrit. Merci donc, Frag. Merci d'avoir continué ta théâtralité. Et merci pour ces silences de bonheur, où mes oreilles ont enfin arrêté de bourdonner. Et merci. Merci de nous avoir dévoilé tes rapports avec Laurent, en nous disant que l'exceptionnel est toujours derrière l'ordinaire. Merci de nous préciser, avec ton envie profonde de te démarquer, petit cochon. Mais tout d'un coup, je n'ai plus saisi l'état de vos relations quand tu nous as dit que l'exceptionnel sort toujours de l'ordinaire. C'est dégueulasse. Mais j'aimerais tout de même te rassurer, Antoine. Car entre nous, ce ne sera jamais exceptionnel. Car toi,
testostérone, tu resteras à jamais extraordinaire. Alors nous allons passer au dernier match avant la finale. Faut-il abolir la peine d'humour? Sciences Po Paris contre HEC. C'est Sciences Po Paris qui commence. Alex, tu plaides le cours et tu disposes de 7 minutes. 7 minutes. Oh là là! Alors, on va juste attendre que les gens sortent. On se grouille. Je préfère vous le dire d'emblée. Au contraire de mes concurrents, remarquables, épatants, ne comptez pas sur moi pour vous faire rire. Si j'amuse parfois, c'est toujours à mes dépens. Je préfère vous le dire. Vous n'allez pas tarder à penser que je suis une des premières victimes de ce que l'on nomme la peine d'humour. Voilà qui me chagrine infiniment, car je vois bien que l'humour est ici comme ailleurs le seul ressort que vous attendez vraiment de moi. En dépit de cette tristesse qui m'envahit parfois, je suis un optimiste. Je sais que mon sort pourrait être pire. Cet optimisme qui me colle à la peau me laisse croire que la peine d'humour dont je vous parle n'en est pas une. Il y a une raison à cela. À chaque fois que tout porte à me laisser penser que je vais faire les frais d'une peine d'humour, eh bien je ne peux pas m'empêcher de rire. De rire secrètement. C'est plus pratique et plus élégant. Permettez-moi ainsi de vous expliquer pourquoi. Il me semble que l'humour n'est pas une peine. C'est l'histoire d'un pingouin sur sa banquise. D'un pingouin qui respirait par l'anus. Un jour, il s'assied et il meurt. Vous voyez ? Ça se passe toujours ainsi. Je tente une blague, et hormis pour quelques personnes, je manque mon coup. Je manque mon coup désespérément. Mais ce n'est qu'apparent, l'échec. Car là, moi, intérieurement, je ris comme un goré. Oui, un goré, ça rit. Je préfère vous le dire. Je trouve cette blague, quoique objectivement nulle, merveilleuse. Je vois toujours le pingouin, que j'ai baptisé Francis, clopinant sur sa banquise, respirant par l'anus, K1, mais sans complexe. Jusqu'au jour où, par paresse, il décide de s'asseoir et trépasse. Il tombe, raide mort. L'histoire de Francis le pingouin nous donne une leçon. L'humour peut toujours surgir, pour ma plus grande joie. L'humour consiste également à tourner l'autre en dérision. Et ça, j'adore. Ne ressentez-vous pas vous-même, cher jury, une jouissance étonnante à l'idée de ridiculiser quelqu'un, un membre du public par exemple, choisi au hasard, un public que je regarde depuis un moment et qui m'apparaît comme un troupeau. Au sein de ce troupeau, il me semble que j'ai identifié le mâle dominant. Oserais-je le désigner du doigt? Oui, toi. Voilà un moment que je te regarde. Il me semble que tu es le mâle dominant, mais cher ami, c'est un honneur. Sais-tu que chez les primates, le mâle dominant est le seul à qui la fornication est permise? Pour les autres dont je suis abstinence. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas ce qui explique mon manque d'humour. Une longue et cruelle abstinence. Mais je perds le fil. Je parlais de la dérision. Oui, la dérision, elle est pleine de tendresse. Remarquer les défauts d'une personne, c'est être touché par un bégaiement, une maladresse, une manie. En somme, c'est
avoir été déjà séduit par celui dont on se moque. Peut-être que parmi vous, certaines me tournent en dérision, rient de mes gestes, de mes intonations, de mes airs. Je préfère vous le dire, je n'y vois aucune forme de peine. L'humour s'incarne également au travers de la dérision, du paradoxe, de l'absurde. Il s'agit alors d'aller contre le sens ordinaire ou logique des choses. Voilà un moment que je le regarde, je m'interromps, mais il me perturbe beaucoup. Il me fait penser au pingouin dont je parlais. Tout à fait, oui. Sa manière d'être concentré, de faire semblant de ne pas m'écouter, le petit clin d'œil que je n'ai pas raté tout à l'heure. Tout cela, c'est le type même du manchot. Je sais de quoi je parle. Il m'interrompt, je suis désolé, il me rend abasourdi. Proprement abasourdi. En vérité, je préfère vous le dire. Je voudrais penser à autre chose qu'à mon discours. Car il me ramène à l'histoire de Francis le pingouin, qui soudain m'attriste infiniment. Je pense à lui, je le vois, j'hésire, sans vie. Anus contre banquise. Profitons-en alors pour vous parler de l'humour quand il est noir. L'humour noir joue sur le fil du rasoir de la misérable condition humaine. Dès lors, nous sommes tous concernés. Tous. J'en vois un autre à présent, au second rang celui-là, qui devient vert. Peut-être vient-il de comprendre pour la première fois, il n'a pas tort. Oui, on va tous y passer. Toi avant moi, j'espère. L'humour noir nous concerne tous. Dès lors, je vois mal comment il pourrait être identifié et personnalisé sous la forme d'une peine. Il apparaît que la peine d'humour ne peut pas être. L'humour n'est pas une peine. Le concept même de peine d'humour ne tient pas. Mais voilà que j'ai perdu le pingouin du premier rang. Il ne comprend plus ce que je dis. Je préfère vous le redire. Une bonne fois pour toutes, je suis un piètre humoriste. En revanche, l'humour des autres me plaît beaucoup, surtout lorsqu'il est destiné à me caricaturer, me piquer, me blesser, me ridiculiser. Admirable jury, que celui parmi vous qui pense pouvoir m'infliger une redoutable peine d'humour se lève et qu'il prenne la parole pour une reprise assassine. Je l'écouterai avec un grand plaisir. Alors on est à 6052. Paul, tu plaides le contre, tu disposes de 7 minutes. Vous ne ririez guère ce soir si la peine d'humour était abolie. Si tel était le cas, le jury désopilant qui, tel un étalon en rut avant la reproduction, médite en ce moment même la façon dont il va s'occuper de moi, ce jury, disais-je, ne pourrait pas vous faire rire, car il ne pourrait pas m'infliger la peine d'humour. Il ne pourrait pas, par exemple, se moquer de mon côté bouseux, héritage du campus boueux sur lequel je passe le plus clair de mon temps. Sans la peine d'humour, fini ce rapport sadomasochiste qui doit nous unir tous, quand le jury va me tenser et que vous en jouirez. Vous allez être sado, moi maso. Vous allez rire, moi un peu moins. Mais prenons garde. Voilà qu'on veut nous enlever cet orgasme collectif, ce moment d'extase où les visages sont tordus par le plaisir, où des râles s'échappent de la gorge de chacun, où, en somme, l'éclat de rire nous possède. Imaginez un peu maintenant, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur une réforme importante. Le ministre de la Justice, Robert B., se présente au perchoir. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander l'abolition de la peine d'humour en France. S'ouvre alors une diatribe endiablée.
là où un de ses prédécesseurs citait Hugo et Jaurès. Notre homme se réfère à Big Brother et Berlusconi, puis il fait la liste des grandes victimes de la peine d'humour. Parmi elles, Pierre Arpaillange, un garde des Sceaux lui aussi. Un homme d'une efficacité hors du commun, comme il le rappela lui-même à l'Assemblée nationale en déclarant « En 89, sur 52 évadés, j'en ai repris 53. » Et là, auditeur pitoyable, le ministre voudrait vous voir prendre en haine le cruel André Santini, qui prononça ce verdict. Si Saint-Louis rendait la justice sous son chêne, Arpaillange, lui, la rend comme un gland. Ému par un exemple si pauvrement pathétique, la représentation nationale ne balance plus. Fini la peine d'humour. Désormais, dans cette république déprimée, on ne rira plus de personne. N'osez plus ironiser sur la bravitude de Ségolène, ou la fellation de Rachida, ou le Zadig et Voltaire de Lefebvre. Sinon, en prison, les rieurs du fond, ou en garde à vue, ceux du premier rang, au tribunal, ceux du jury. Maintenant, la police a une nouvelle mission. Traquer celles et ceux qui, dans la clandestinité, tels les avorteurs de jadis, se livrent à l'activité interdite. Les marionnettes des guignols, entrées en résistance, sont embastillées. Seule celle d'Ivan Colonna parvient à s'enfuir et prend le maquis. Sur des ondes bien tristes, Stéphane Guillon en est réduit à faire des blagues sur les manchots. Adieu les caméras cachées. Adieu les pots de banane sur les trottoirs. Adieu ces moments simples et conviviaux où on pouvait rire sans méchanceté, des bêtises de l'un, des fatuités de l'autre. La peine d'humour, c'est bien l'unique moyen de nous corriger de nos ridicules, de nos manies, de nos vices. Elle nous a donné les comédies de Molière, ce juge fin, débonnaire et spirituel, qui mettent en garde contre l'hypocondrie, l'avarice ou la folie des grandeurs. Le souffle de la salvatrice peine d'humour nous éloigne des écueils de l'orgueil, pousse notre barque vers des rivages plus hospitaliers. Mais, chers auditeurs, il y a quelque chose de bien plus grandiose dans la peine d'humour. Elle est le plus haut degré, que dis-je, l'Everest, l'Olympe de la liberté d'expression. Et quoi? Voilà que les riches et les puissants, qui ont déjà tout, veulent nous enlever le rien qui nous reste? Non, non, gardons cette épée implacable, cette balance souveraine et juste, cette peine qui élève les humbles et rabaisse les puissants. Les armes s'effacent devant la toge s'efface devant l'humour. D'ailleurs, qui représente ici le pouvoir? Peuple de Cergy, sous tes yeux ébahis, je vais, pour appuyer mon propos, infliger cette peine d'humour à un membre du jury choisi au hasard. Maître Étriard, puisque, contrairement à Edgar, je n'en suis pas encore à vous appeler Grégoire. Et si nous parlions de ce pantalon rouge? En fait, j'aimerais peut-être passer en finale. Alors je vais plutôt prendre un exemple historique. Patrice de MacMahon, valeureux guerrier, maréchal d'Empire, président de la République. Un homme des plus hauts placés. Un homme puissant. Un homme contre lequel on ne peut rien. À part rappeler une de ses phrases. La fièvre jaune est une maladie terrible. On en meurt ou on en reste idiot. J'en sais quelque chose, je l'ai eu. Hélas, s'exclame mon opposant, les erreurs judiciaires sont nombreuses. Et que dire des victimes d'acharnement? Les blondes, les belges, les communistes. Qu'importe les rires immérités. Allons, une petite blague sur les blondes. A-t-elle jamais vraiment offensé l'une d'entre elles? Et puis, dans ce genre de plaisanterie, il y a toujours un peu de vrai. Qu'importe les rires immérités. D'ailleurs, quand dans quelques instants, le jury m'infligera la peine d'humour, je rirai avec vous. Et alors, dans un élan commun, nous affirmerons, tous ensemble, notre droit
à mourir de rire. On est à 6 minutes 40, Alex qui dispose d'un droit de réponse. Mon cher contradicteur, tu m'as dit, avec une grande modestie, que tu voulais aller en finale. Je me permets de te dire une chose à ce sujet. En t'écoutant, je me disais cela. Tu es un con possible. Oui, oui, oui. Un con possible. Je n'en doute pas une seconde. Notre ami qui faisait de l'étymologie aurait pu nous expliquer que le con possible, c'est ce qui est possible avec. Nous pouvons tous les deux être deux cons possibles si nous allons en finale. Mais prends garde, être un con possible, cela ne me pose aucun problème. J'ai peur cependant qu'en finale, tu apparaisses comme un pauvre con. Voilà, tu disposes d'un droit de réponse. Peuple de l'ESSEC, mesdames et messieurs du jury, je me permets de vous faire part de mon agacement. Je suis agacé parce que mon contradicteur est vulgaire. Le voilà qui vous raconte n'importe quoi en plus. Il parle des cons. Il est à Sciences Po. N'est-il pas baigné dedans? La parole est au jury. Bien, ne comptez pas sur moi non plus pour vous faire rire, c'est tellement pathétique. Monsieur... merde, j'arrive pas... Charodo, pourquoi pas, Alex. C'est Alexandre, Alexis ou Alex. tout simplement Alex? Tout simplement, d'accord, Alex, pourquoi pas. Tu avais, visiblement, je ne sais pas quand tu as écrit, tu étais probablement devant une émission, je dirais, aux alentours de 2h30 du matin. Tu rentrais bourré de soirée, tu étais en train de regarder. Moi, je pensais à Tréchasse. Là, tu nous as parlé de pingouins, de gorées, de primates. Je t'imaginais assez bien devant la télévision avec le goré, regarde, il s'avance, et en quelques pas, le voici, proche de sa future épouse. Regardez-le. Moi, je m'endors à ce moment-là, toi, tu écris ton discours, mais ça revient à peu près au même. Tu nous as montré les gens dans la salle, alors j'étais un petit peu déçu de ton choix, je dois dire. J'espère que tu allais montrer peut-être 2-3 filles. Non, tu continuais. Alors toi t'es un mec, toi aussi t'es un mec, toi t'es un mec. J'ai dit que tu allais nous faire toute la salle. Non, tu t'es arrêté heureusement à 3, je te remercie. Et effectivement, bon, ta blague sur Francis le Pingouin qui a pu être à un moment drôle. C'est-à-dire qu'au départ c'était très chiant. Ensuite tu l'as bien reformulé et on s'est dit c'est vrai, il insiste, donc c'est marrant. Au bout d'un moment c'était vraiment lourd quoi. Au bout de la 7e ou 6e fois, non mais ça va, on a compris, il a un anus, visiblement toi, lui il respire par l'anus, toi tu parles par l'anus, chacun son truc. Et du coup à la fin on avait très envie de te demander, assieds-toi sur la banquise. Paul Bouscas. Paul Bouscas. Forcément, Paul Bouscas, j'ai un peu de sympathie pour toi. C'est dommage. C'est dommage parce qu'au départ, j'avais vraiment envie de te dire des choses gentilles, surtout qu'avec l'autre qui t'insulte, ce que je trouve absolument dément, et qui te disent tu es un con possible. C'est vrai que nous, tu aurais dû répondre, bien écoute, toi tu es un con possible, mais moi j'ai pas besoin d'utiliser l'étymologie. Tu as bien fait de pas dire ça, visiblement. Ça aurait été complètement à plat, donc j'ai été vachement plus aspiré que moi. Voilà, tu nous as décrit toi-même, je ne sais pas si vous avez regardé ensemble la même émission, tu as commencé en nous disant que nous étions des étalons en rut avant de la reproduction. Calme-toi. Moi peut-être, effectivement, je veux dire, tu viens de la même école que moi, ça me... J'avais envie, évidemment, un petit peu, puis t'es assez beau quand même. Et en même temps, tu as commis quelque chose de véritablement, un péché
Et ce n'est pas un péché véniel, c'est vraiment un péché capital. Tu as critiqué le campus d'HEC, et ça, face à des gens de l'ESSEC, c'est vraiment vache. Tu comprends bien que tu retournes le couteau dans la plaie, donc pauvre ami, il va falloir un petit peu faire attention. Lui, ils aiment pas. Tu as commencé à parler de moi et j'étais assez content, et ensuite tu as aussitôt viré sur McMahon. Je trouvais ça un peu triste, mais en même temps, on voit que toi et moi, nous avons les mêmes références politiques, notamment sur la manière dont tu nous as dit « Regardons les implacables qui élèvent les âmes ». C'était un peu entre ici Jean Moulin. Mon cher ami, mon Paul Bouscas, tu m'as fait penser à De Villiers. Alex Charodot, dont la longueur du prénom est adaptée à celle de la taille, lui qui avait tout pour nous faire rire, a tenté de nous faire du Fabrice Lucchini. De textes choisis et de morceaux voulus, un coup d'estoc à gauche, un coup de croc à droite, le voilà qui mord à l'hameçon. Oui. Toi, mon petit dominé, tu as trouvé ton dominant. Mal. L'homme. Et tu as été touché par sa maladresse, par son charisme, par son sex-appeal. Et tu sais, oui, continue d'être optimiste, car il le faut. Il le faut car mon petit Francis Lalanus, mon petit chanceux, je t'invite à rentrer chez toi, Caen, avec ton homme, pour t'asseoir, enfin. Un étalon en route avant la reproduction dans un rapport sadomasochiste où l'on vit d'un orgasme et où chacun est possédé par un éclat de rire. Mais quel film regardes-tu? De choix peut-être, mais tu m'éclaireras un peu mieux. Des vidéos japonaises érotiques des années 60 disponibles seulement en VHS. Ou peut-être encore des vidéos érotiques allemandes de post-RFA. Non, là clairement, je sèche. Alors tout à l'heure, Paul, mouille-toi un peu et avoue-nous toutes tes pulsions. Car pour moi, aucune peine d'humour, mais seulement une peine d'amour. J'aimais le déhanché de tes mots, l'érotisme sémillant de tes images, le bordel de tes phrases. Mais là, tu m'as laissé bien en peine, face à l'attendu de l'Assemblée nationale, face à la terminaison de ton discours. Dommage. Alors, mon amour, à mort. Alors on revient dans 2 petites minutes, le temps de déterminer qui seront les 2 finalistes.